Une grande partie de notre vie, notre attention est accaparée par notre ego, au moins 80% du temps. Alors, c'est énorme au cours d'une journée. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, soyez les bienvenus. Alors, je suis très content parce que j'ai demandé à mon invité de ce matin d'être avec nous pendant 4 semaines. Voilà. Et pourquoi 4 semaines ? Parce qu'il habite pas en France, il habite au Québec. Donc, on va profiter de lui, on va le rincer. Comme ça, quand il repartira, il sera fatigué. Il aura 1 an pour se retaper. Le docteur Serge Marquis est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir chez vous. Je suis ravi d'être ici. Vous êtes médecin spécialisé en santé communautaire et titulaire d'une maîtrise en médecine du travail. Vous êtes spécialiste du stress, de l'épuisement professionnel et de la détresse psychologique. Et vous êtes aujourd'hui aussi consultant dans le domaine de la santé mentale. Et paradoxalement, le week-end, vous êtes dresseur d'animaux. Ah oui, tout à fait. Donc on va parler d'animaux ce matin. Et la nouvelle édition de votre best-seller vient de ressortir. Ça s'appelle « On est foutu, on pense toujours trop » aux éditions Flammarion. Comment se libérer des pensées qui polluent votre quotidien. Et vous allez pouvoir le montrer à la caméra puisque l'émission est filmée. Elle est où la caméra ? Voilà, elle est là la caméra. Non Serge, elle est là. Ah docteur, elle est là. Alors, votre livre aurait pu s'appeler « On est foutu, on pensouille trop ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre éditeur avait pas assez d'argent pour le... Ça avait plus de lettres ? C'est intéressant, on a eu cette discussion d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai. Effectivement, il aurait pu s'appeler « On pensouille trop » parce qu'il faut faire la distinction entre les pensouillures, c'est-à-dire ces pensées qui polluent notre esprit, qui polluent la société en général d'ailleurs présentement, le monde entier je dirais, et les pensées qui sont justes, il faut les séparer là, les pensouillures d'un côté et les pensées qui sont justes, pleines de créativité, qui nous permettent de résoudre des problèmes, d'apporter des solutions, voilà. Ouais. Alors, et pensouillure en langage des oiseaux, c'est parfait. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'il y a... C'est les pensées qui souillent. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est voulu. Je souhaitais démontrer qu'il y a effectivement des pensées qui nous souillent l'esprit, qui souillent nos relations, qui souillent notre rapport à la vie, et qui nous empêchent de savourer pleinement notre existence, parce qu'elles nous empêchent d'être présents, d'être là. Alors voilà pourquoi je les ai appelés des pensouillures, et voilà pourquoi celui qui fabrique les pensouillures, ce petit hamster qui fait partie de la colonie d'animaux dont je m'occupe, pas seulement le week-end, mais toute la semaine. Le hamster. Le hamster. Alors, il a un nom, votre hamster, hein ? Oui, pensouillard. Pensouillard. Pensouillard, oui, tout à fait. Parce que c'est lui qui fabrique les pensouillures, tout à fait. Et par extension, ce petit pensouillard, c'est notre ego. Oui, en fait, c'est une métaphore, effectivement, de notre ego. Pensouillard, pourquoi un hamster qui tourne dans sa roue, qui court dans sa roue? Parce qu'un hamster qui court dans sa roue ne va nulle part. Et pourtant, il s'épuise à courir dans sa roue. C'est une métaphore de notre ego parce que je voulais illustrer qu'une grande partie de notre vie, notre attention est accaparée par notre ego. Un peu comme si le hamster plaçait l'attention dans la roue, s'en emparait et faisait en sorte qu'elle ne soit plus disponible, malheureusement, pour observer ce qui se passe soit à l'intérieur de soi ou simplement autour de soi, dans notre environnement, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à la nature, peu importe. Alors voilà pourquoi il y a cette métaphore de notre ego. Première raison, c'est parce que l'ego s'accapare de l'attention, au moins, semblerait-il, d'après un auteur américain qui s'appelle Richard Moss, 80% du temps. Alors c'est énorme au cours d'une journée, ça. Alors, il y a l'ego, il y a le petit ego et le grand ego. Oui. Vous faites des distinctions des égos de taille, en fait? Non, je ne fais pas des distinctions d'ego de taille, non. Il y a l'ego, et j'aime bien maintenant, d'ailleurs, appeler l'activité de l'ego, parler de l'ego au sens d'une activité. J'en parle comme de l'activité égoïque. Parce que l'ego, c'est encore une fois en faire une entité. Quand on dit l'ego, il y a son ego. C'est comme si on avait un ego au même titre qu'on a un cœur, un foie, des reins, bon, peu importe. Mais quand on s'arrête pour se demander où est l'ego à l'intérieur de soi et de quoi est-il fait, ben, ça n'a rien à voir avec un cœur, des reins, un foie, bon, peu importe. Alors, j'aime bien parler d'activité égoïque. Et je dis, au lieu de parler d'un gros ego, d'un petit ego, j'aime bien dire que l'activité égoïque s'intensifie ou s'apaise. Alors, si elle s'intensifie, ça correspond à ce que parfois des gens appellent le gros ego.
Quand elle s'apaise, on ouvre l'esprit à la présence. C'est ça qui est la différence. Ouais. Alors, tout le monde a un ego. Hein. Tout le monde. Impossible. On est tous dans le même sac. Oui. Même vous qui nous écoutez dans votre voiture. Ah, tout à fait. Et ça aussi, c'est important que vous le disiez, parce qu'il y a des personnes, après certaines conférences, qui venaient me dire, moi, j'en ai pas d'ego. Je disais, c'est un peu intéressant, j'aimerais discuter avec vous. C'est parce que c'est impossible qu'on n'ait pas d'ego. C'est le résultat, la question est excellente, parce que c'est le résultat d'une fabrication du cerveau. Le cerveau, à travers un processus qui s'appelle le processus d'identification. Il faut expliquer ça. Très important. Fabrique ce que j'appelle, moi, des pelures identitaires, parce qu'aujourd'hui, pour parler de l'ego, je le compare à un oignon qui est fait de plusieurs pelures identitaires. Alors, le processus d'identification serait apparu quelque part au cours de l'évolution de l'espèce humaine. Il n'aurait pas toujours été là. Il serait apparu avec le développement du cerveau. La multiplication des neurones, les synapses, donc les connexions entre les neurones qui échangent de l'information, bon, etc. Il serait apparu à une période où c'est très important, hein, le développement du cerveau, parce qu'il y a 4 millions d'années, le cerveau était gros comme une orange, à peu près. Donc, il s'est beaucoup développé pendant les 4 ou 5 millions d'années, là, peut-être 7 ou 8, mais beaucoup de personnes échangent à ce sujet-là sans s'entendre. Alors donc, il y a eu multiplication des neurones, et avec la multiplication des neurones, échange d'informations et élaboration de concepts. Un exemple très simple, si je suis au milieu d'un groupe, parce qu'on vivait par groupe de 40 à peu près à une certaine époque, à la préhistoire, et si je suis au milieu du groupe et que je vois un de mes copains, une de mes copines, se faire dévorer par un fauve en marge du groupe, mon cerveau intègre cette information, la mémorise. La fois suivante, quand je vois un fauve, cette information revient. Là, il y a un concept qui est danger. Et je m'organise pour ne pas être en marge du groupe. Je ne veux pas être la prochaine proie du prédateur. Donc, les concepts sont apparus progressivement pour assurer la survie. Mais il y aurait eu un concept qui serait apparu, qui serait une forme de dérapage. C'est-à-dire que, il y a été une époque où le concept territoire est apparu dans l'esprit humain. J'ai un territoire. C'est merveilleux. Il me permet de survivre parce que j'y trouve de quoi me nourrir. J'y trouve de quoi m'abreuver. Ma progéniture peut s'y développer. Donc, je dois protéger ce territoire. Là, on est dans le concept. J'ai un territoire, je dois le protéger, concept. Mais il y aurait eu un dérapage très intéressant. C'est une hypothèse qui a été émise par le philosophe Krishnamurti, qui dit... vous le dites trop vite. Le philosophe Krishnamurti, et qui disait peut-être que non seulement ce territoire a été associé à la survie, mais il a un jour été associé à la distinction. Ce territoire me distingue de ceux qui n'en ont pas. Donc, il me rend spécial. Il me rend différent. Et c'est là que serait arrivée la première pelure identitaire qu'aurait commencé à tourner le processus d'identification. Je suis mon territoire. Je suis ce que je possède. Et non pas seulement j'ai un territoire. Mais à partir du moment où apparaît le concept « je suis mon territoire », le cerveau qui perçoit une menace au territoire comme étant une menace à sa survie, finit par l'apercevoir, cette menace, comme étant une menace à ce que nous sommes. Je vais être très clair, parce que ça, c'est encore très présent aujourd'hui. Le cerveau ne fait plus la distinction entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre ego. Donc, aux multiples pelures identitaires qui sont le cœur de l'ego. Autrement dit, si je m'identifie à quelque chose que je possède, un objet, et que quelqu'un émet un commentaire négatif à propos de l'objet, le cerveau ne perçoit plus le commentaire comme étant un commentaire à propos de l'objet, mais un commentaire à propos de ce que je suis, parce que je me suis identifié à l'objet. Alors, j'aime toujours donner cet exemple, c'est une image parce que ça m'est arrivé. Je suis dans une boutique pour acheter un vêtement, et la personne qui souhaite me vendre le vêtement utilise une phrase, mais absolument extraordinaire. Elle active le processus d'identification, et cette phrase, elle est magique. Elle me dit, mais c'est tout à fait vous, ça.
J'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'instantanément, mon processus d'identification s'est amorcé. Je lui ai répondu, vous trouvez? Et elle me dit, c'est votre style, c'est votre palette de couleurs. Là, on est vraiment dans les représentations qu'on a de soi-même. Et elle ajoute cette phrase extraordinaire, on n'en a qu'un à votre taille. Instantanément, ça fait dans mon cerveau, si je l'achète, il va me rendre unique, il va me distinguer, il va me rendre spécial. J'arrive à la maison, les personnes que j'aime le plus au monde sont assises, me regardent et me disent « Mais qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que tu t'es bien regardé? Combien ça t'a coûté? » Comme je me suis identifié aux vêtements, les commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos du vêtement, mais à propos de ce que je suis. Et là, ça active instantanément, biologiquement, la réaction de stress. Ça déclenche la réaction de lutte ou de fuite, ou le fait de figer, ne plus savoir quoi dire, être paralysé. La fuite, c'est je vais ranger le vêtement pour ne plus le voir. La lutte, c'est bande d'ignards, vous ne connaissez rien à la mode, figé, paralysé devant eux, sans savoir quoi dire. J'imagine que le vendeur qui vous a proposé cette magnifique paire de lunettes que vous arborez aujourd'hui a utilisé du même artifice. Et c'est pas bien ce que je fais, je sais. Vous avez des nouvelles lunettes bleues. Je trahis un secret parce qu'on fait de la radio. Ceux qui vous vont filmer pourront réaliser, mais tu as vu, le docteur Marquis, il a des nouvelles lunettes bleues. Et je pense qu'il a dû vous dire, c'est tout à fait vous. Ah non, c'est pas ce qui est arrivé. Je les ai vus en vitrine. J'aime beaucoup. Ça, c'est important aussi. J'aime bien cette distinction, Philippe. C'est très important. Parce que y a des artisans qui fabriquent de beaux objets, qui passent leur vie à utiliser leur créativité pour fabriquer un beau vêtement, pour fabriquer une belle paire de lunettes, peu importe. Et il y a quelque part où on peut entrer en relation avec ces artisans. Moi, j'aime bien encourager des artisans. Oui, parce que l'objet est unique, c'est eux qui l'ont fait. Ils l'ont fabriqué avec attention, avec beaucoup d'énergie. Des heures ont été consacrées à fabriquer un bel objet. Alors, et quand j'ai la chance de rencontrer l'artisan et d'échanger avec lui ou avec elle à propos de l'objet qui m'intéresse, c'est encore plus intéressant, genre dans son univers, son monde, sa créativité. Alors, je ne veux pas du tout dénigrer le fait qu'on achète un objet parce qu'il nous plaît. C'est pas nécessairement parce qu'il nous plaît parce que l'objet est beau. Oui, il peut être beau. Ouais. Il peut être un hommage qu'on rend à la personne qui l'a fabriqué, à sa créativité, à son intelligence. Docteur Serge Marquis est avec nous le mardi. On a 4 semaines pour explorer ces concepts et on prendra le temps qu'il faut pour déjà expliquer l'ego, parce que c'est un concept, tout le monde en parle, mais c'est vrai que personne ne sait vraiment ce que c'est que l'ego. Et vous êtes là en France pour parler de la nouvelle publication d'un best-seller qui s'appelle « On est foutu, on pense toujours trop » aux éditions Flammarion. Je disais que votre femme était experte en produits vaisselle. Non, c'est pour illustrer cette histoire de hamster qui est dans notre tête. Oui, tout à fait. J'aime bien utiliser cet exemple aussi, puis j'ai demandé la permission à ma conjointe de l'utiliser. Justement pour ne pas que son ego réagisse inutilement si elle entendait « Ah, tu parles de ça à la radio! » Alors j'ai dit « C'est pour des fins pédagogiques. » Elle a dit « OK, si c'est pour des fins pédagogiques, c'est correct. » Alors, je suis un soir en train de laver une assiette et ma conjointe arrive du travail, me regarde. Je viens de verser une goutte sur l'assiette, une goutte de savon. Et elle dit « Mais tu mets beaucoup trop de savon. » Instantanément, c'est ça qui est fascinant au niveau de la neurologie. Instantanément, il y a eu une réaction, une tension dans mon corps, la mâchoire qui s'est serrée, parce qu'on m'a dit que j'avais mis une goutte trop de savon sur l'assiette. Alors, et là, c'est ça qui est extraordinaire, mon hamster courait. Mon hamster disait, qu'est-ce qu'elle en sait, elle, de la quantité de savon qu'on doit mettre? Et là, il racontait, mais elle n'a pas de doctorat en savon, elle, à ce que je sache, etc., etc., etc. Ça, c'est fascinant, parce qu'elle ne sait rien de ce que je suis en train de ce que l'hamster est en train de fabriquer avec sa roue. Mais la réaction, elle, de lutte est enclenchée. Parce que l'ego veut toujours être parfait. Il veut être unique, exceptionnel, parfait. Donc, il va être celui qui maîtrise à la perfection la quantité de savon qu'on doit mettre sur l'assiette. En plus, il y a tout ce jeu de « ben, c'est moi qui l'a fait la vaisselle, après tout, bon, blablabla. » Alors,
Et c'est pour ça que le corps réagit en mode lutte. Et là, si on n'a pas pris un temps d'arrêt, une fraction de seconde pour observer ce qui se passe dans notre cerveau, ben ça peut aller très loin. Parce que comme la biologie, elle, est prête pour la lutte, il peut y avoir envie d'exprimer à haute voix ce que le hamster est en train de fabriquer dans la tête. Et ça devient une attaque à elle, à son ego aussi, à son tour. Ça pourrait être très bien du genre, mais qu'est-ce que tu en connais de la quantité de savon à mettre sur une assiette? Est-ce que tu as un doctorat en savon, toi? Bon, etc., etc. Et là, ça ne finit plus. Pour une goutte. Hein. Pour une goutte voilà, comment on peut s'emballer. Et vous expliquez qu'il y a des journées où dès le lever jusqu'au coucher, on a l'impression que le monde s'est ligué contre nous. Tout à fait. Pour vraiment nous gâcher la journée. Tout à fait. Contre nous. Tout le monde est contre nous. Absolument, 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 parce qu'il y a une quantité phénoménale de pelures identitaires qui surgissent, qui se sentent attaquées les unes après les autres tout au cours de la journée. On prépare un repas. On présente le plat. Et là, il y a un commentaire négatif à propos du plat, la pizza. Il y a un commentaire négatif à propos de la pizza. Ben, comme on s'est identifié au plat qu'on a préparé, parce qu'on s'identifie à ce qu'on fait, le commentaire à propos de la pizza n'est plus perçu comme un commentaire à propos de la pizza, mais à propos de ce que nous sommes. Et on entre en mode lutte. Bande d'ignards, vous connaissez rien à la cuisine, etc. Ou encore, si on ne le dit pas à haute voix, on continue à tourner ça dans sa tête. Jamais plus je les inviterai. On se couche le soir, ça tourne. Bande de crétins, bande d'ignards. Pendant ce temps-là, la biologie, elle est activée. Le corps est inconfortable. Il se passe des choses qui peuvent même nous rendre malades. Oui, parce que l'ego se couche tard. Hein. L'ego, même que le hamster est un animal, souvent le hamster est un animal nocturne. Oui. Et il tourne beaucoup la nuit. Et c'est important, ça aussi, parce que le corps cherche toujours son équilibre. Toujours. Quand il fait chaud quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le thermostat ou on retire une pelure. Quand il fait froid, on monte le thermostat, on ajoute une pelure. Quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit. Quand on n'a pas résolu un problème au cours de la journée, quand on n'a pas répondu à une question qui nous a trotté dans la tête toute la journée, qu'est-ce que le cerveau fait? Alors que les lumières sont éteintes, que plus personne ne parle. Le cerveau essaie de répondre à la question. Le cerveau essaie de résoudre le problème. Mais malheureusement, le hamster n'est pas en mode solution. Le hamster est en mode... on en remet une couche. On en remet une couche, en mode accusation, en mode jugement, en mode blâme, en mode critique. Absolument rien qui est lié à une solution au problème qu'on essaie de résoudre. C'est pour ça que c'est si important de s'arrêter et d'observer ce qui se passe et de ramener l'attention dans la créativité sur la solution qu'on pourrait trouver. C'est bien ce mot, hein. Ramener l'attention. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une expression que j'utilise personnellement beaucoup. Elle m'est venue... Il faut que j'en parle comme ça parce que c'est un enfant qui m'a donné cette expression-là. Et c'est l'expression « reviens ici ». Reviens ici. Ramène ton attention dans le présent. Parfois, quand je me rends compte... Bon, ma conjointe vient d'arriver, puis elle m'a dit que je mettais trop de savon. Ça fait... Reviens ici, Serge. Reviens ici. Et là, quand l'attention revient dans le présent, sur le souffle, sur la propreté de l'assiette, je peux simplement retourner vers ma conjointe puis ouvrir un espace relationnel. L'expression que j'emprunte à Jacques Salomé, là. Espace relationnel. Quel genre de journée as-tu passé? Pour pouvoir connecter avec elle, plutôt que d'être séparé d'elle par le hamster et n'être que sur mon île égoïque, je l'appellerais comme ça. On parle beaucoup d'ego, tous et toutes, mais c'est surtout pour se plaindre de l'ego des autres. Qu'est-ce que ça veut dire que de se plaindre de l'ego des autres? C'est encore la même chose. Le cerveau est un détecteur de menaces. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est parce qu'il est un détecteur de menaces que nous avons survécu. On était dans la plaine, on entendait un mouvement, un bruit du mouvement dans les feuilles. Immédiatement, l'attention était tournée vers ce bruit parce qu'il pouvait y avoir un danger là. Au niveau de l'ego des autres, c'est la même chose. Comme notre ego se sent sans arrêt menacé, parce que sa plus grande peur, l'émotion qui est au cœur de l'activité égoïque, c'est la peur. La peur de disparaître, la peur de ne plus exister. Si mon opinion à laquelle je me suis identifié est attaquée par l'opinion d'un autre,
et que l'autre justifie que son opinion prévaut sur la mienne pourrait disparaître, et si je suis identifié à cette opinion, je disparais. Donc, il faut que j'arrive à attaquer l'opinion de l'autre. Mais plutôt que d'aller vers l'opinion et de déposer les opinions entre nous pour qu'on puisse échanger au sujet du contenu des opinions, ben j'attaque l'autre. Mon ego attaque l'ego de l'autre qui est derrière cette opinion-là, en essayant de lui faire peur à son tour pour que ce soit moi qui soit le vainqueur. On redevient très primitif. Hein? Quelque part, là, très fréquemment, au cours d'une journée, à cause de cette activité égoïque, c'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau limbique qui sont en hyperactivité et qui font qu'on va attaquer l'autre. Avoir raison sur l'autre. Avoir raison sur l'autre pour gagner. Ouais, c'est ça. Ouais. Vaincre l'autre. On est dans le Colisée de Rome, même avant. On est avec les massues. Tu n'iras pas sur mon territoire, tu n'envahiras pas mon territoire, je te tape la tête avec une massue. Là, on tape la tête avec des mots. On tape l'opinion de l'autre avec des mots, mais c'est la même chose. Au bout du compte, neurologiquement, là, entendons-nous, neurologiquement, c'est la même chose. Vous expliquez très bien dans votre livre, c'est une bataille perdue d'avance parce que l'ego n'est jamais satisfait. Non. Il en veut toujours plus. Oui. Ça, c'est une des caractéristiques de l'ego, c'est son avidité. Ayant toujours peur de disparaître, il a l'illusion qu'en ajoutant des couches, des pelures identitaires, il ne disparaîtra pas. Or, s'il y a une pelure qui disparaît, c'est pas grave, il en restera beaucoup. Alors, si je m'identifie à ce que je possède, je vais vouloir toujours posséder davantage. Une maison supplémentaire, une voiture supplémentaire, etc., etc. Simplement parce que je m'identifie à toutes ces choses et que si j'en perds une, même si ça peut faire très mal à l'ego, parce que l'autre élément, c'est non seulement j'en veux plus, mais je ne veux pas perdre. Les deux éléments sont là. Parce que si je perds, je disparais. Mais si je perds une pelure, il m'en reste d'autres, si j'en ai beaucoup ajouté. Alors, ça, c'est l'avidité. Et ça, je trouve cette question-là tellement importante à notre époque, parce qu'à mon humble avis, cette avidité conduit à la destruction de notre environnement. Oui, mais parce que, regardez, beaucoup de gens pensent que si ils ont ça, voilà, je vais avoir ça, ça me suffira, je serai bien, je voudrais rien d'autre. Ça suffira à mon bonheur. Et ça, c'est faux. Ben oui, totalement. Parce que ça pourrait être possible. Si on entre dans l'univers de la présence, je peux très bien prendre conscience qu'un objet, un ordinateur, un écran me suffit pour répondre à mes besoins. Je n'ai pas besoin d'avoir 3, 4 ou 5 écrans pour répondre à mes besoins. Mais ça, il faut que je quitte l'activité égoïque qui veut avoir le plus récent, le meilleur, parce que je possède le meilleur et l'autre ne l'a pas. Donc, je suis spécial, je suis unique, je suis plus fort, bon, etc. Et c'est cette activité qui est au cœur de l'avidité, si vous voulez, le besoin d'être supérieur, meilleur, etc., qui est au cœur de l'avidité tout le temps. La même chose au niveau des connaissances. Je veux en savoir plus que l'autre pour montrer à quel point je suis spécial parce que je connais plus de choses que l'autre. Mais on ne peut pas se rassasier. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est une bataille perdue d'avance. Tout à fait. Absolument, parce que ça n'est jamais fini. Parce que l'ego, c'est une fabrication de l'esprit. C'est pas une réalité, là, au même titre que je le disais tout à l'heure, comme le cœur. Alors donc, il va toujours, à partir du moment où il a l'impression que ce qu'il a acquis pourrait disparaître, et donc que je pourrais disparaître, il lui faut encore autre chose. Il lui faut plus. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aura ou possédera quelque chose de plus. Alors, l'ego est en mode comparaison, sans cesse. Ça, c'est très, très important. Parce que si je sais pas moi, j'ai trois maisons, et que quelqu'un arrive dans ma vie, il me dit, moi, j'en ai 4. Alors, je ne suis plus unique, parce qu'il y a quelqu'un qui en a plus que moi. Donc, l'ego va vouloir, à son tour, aller chercher une 4e maison, une 5e maison, etc., etc. Donc, ça n'est jamais fini. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui, au niveau égoïque, possède quelque chose de plus, a un attribut de plus que moi. Partout sur la planète. Alors, donc, ce n'est jamais terminé. C'est sans fin. Vous avez rencontré des moines
bouddhistes il n'y a pas longtemps, mais eux aussi ils se comparent. Non, mais je ne sais pas, est-ce que finalement eux aussi ils sont en train de... T'as une plus belle bure que moi, tes sandales sont mieux que les... ou pas du tout, ou eux ils ont réglé ces problèmes de comparaison et d'ego? Non, ils travaillent sans cesse là-dessus. Mais ils ont l'authenticité ou l'intégrité nécessaire pour le dire. Parce qu'ils disent, c'est pas fini, je travaille encore. Ils vont même ils vivent souvent dans des chambres où ils sont plusieurs à dormir dans la même chambre. Ils vont comparer l'épaisseur de leur couverture à la couverture de l'autre. Donc c'est universel, cette histoire de comparaison. Sauf qu'eux, ils arrivent plus rapidement à s'en rendre compte. Et ils apaisent plus rapidement leur esprit. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est extraordinaire quand on les voit aller. Parce qu'ils ne demeurent pas aussi longtemps qu'un profane comme moi dans la jalousie, dans l'envie. Ils vont être en mesure de faire « Oups, ça y est. Ça vient de recommencer. » Ils parlent souvent d'un singe, je ne le savais pas avant d'aller leur rendre visite, mais oh, ça y est, ça vient de repartir dans l'esprit. Parce que eux, ce qu'ils observent, leur travail, c'est d'observer le fonctionnement de l'esprit pour en découvrir la nature. Se connaître en profondeur. C'est ça leur travail. Ils méditent beaucoup quand même. Hein, voilà. Donc, grâce à la méditation. Parce qu'ils méditent, et pour moi, en contact avec eux, la méditation est devenue un laboratoire, c'est-à-dire un espace où on entre, un observatoire, un endroit où on entre pour observer. C'est l'esprit qui s'observe lui-même, c'est le cerveau qui s'observe lui-même et qui observe tout à coup cette activité, cette hyperactivité animale. Animal, oui, c'est bien animal. Tiens, on parle beaucoup d'ego avec Serge Marquis ce matin. Je rappelle qu'on est foutu, on pense toujours trop aux éditions Flammarion. Votre best-seller vient de ressortir en France. Vous êtes médecin et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous demandent si vous êtes médecin? J'ai étudié la médecine. Je réponds, et j'ai pratiqué la médecine. C'est ce que je réponds. Parce que j'essaie d'éviter, c'est difficile, mais toute forme d'étiquette. Maintenant, je parle de l'ego à travers les étiquettes que j'appelle les post-it identitaires. C'est qu'on se colle ou qu'on colle aux autres. Alors, j'essaie d'éviter ça. Donc, j'ai pratiqué la médecine, et j'ai beaucoup appris en pratiquant la médecine. Voilà. Tout simplement. Et quand on vous demande qui vous êtes, Parce que vous avez une réponse qui est quand même... je suis une forme qui a emprunté la vie pour un certain nombre d'années, combien je l'ignore, et c'est génial, car cela m'oblige à être présent. Oui, voilà. Tout à fait. Une forme que la vie a empruntée pour quelques années, je ne sais pas combien. Mais c'est parce avec votre question, il y a quelque chose qui a surgi dans mon esprit. Il y a un physicien qui a dit, c'était en anglais, il disait « We are patches of consciousness floating in the universe ». C'est-à-dire je ne sais pas comment traduire le mot patch, mais une conscience, des morceaux de conscience qui flottent dans l'univers. Et je trouve ça très, très, très beau. Parce que on n'est plus dans les étiquettes. On n'est plus dans « je suis médecin, je suis sportif, je suis... » Alors, les maladies, on dit maintenant beaucoup des gens qui ne sont pas leur maladie. Hein. C'est tellement important parce que ça peut devenir une autre pelure identitaire. Et dès que c'est une pelure identitaire, il est très difficile de soigner une personne. Oui. Parce que si la personne devient sa maladie, elle a l'impression qu'en perdant sa maladie, elle va disparaître. Donc, inconsciemment, bien sûr, elle entretient sa maladie pour ne pas disparaître. Une de mes tantes a enduré des souffrances épouvantables liées à une arthrite rhumatoïde. Et ses doigts étaient tordus, là, c'était des crochets. Mais ça la rendait unique. Personne n'avait les doigts aussi tordus que les siens. On n'était pas capable de la soigner, parce que c'est ça qui la rendait spéciale. C'est fou, hein? Et, bon, malheureusement, elle n'est plus de ce monde, mais il aurait été possible pour elle de découvrir qu'elle n'était pas sa maladie et d'accepter d'amener son esprit vers des soins adéquats. Avant de voir comment on prend soin de son ego et comment on le dompte ou pas, si on peut le dompter, on parlait de l'ego tout à l'heure, vous racontez dans votre livre l'histoire d'un patient qui est en phase terminale et qui a le ventre gonflé, qui a très envie de péter. Oui, tout à fait. Mais après, je vous laisse me dépatouiller avec la suite de l'histoire. C'est que l'image de lui-même
est tellement importante qu'il ne veut pas qu'on pense du mal de lui si effectivement il pète, s'il laisse aller ce qu'il y a dans son ventre. Alors, il se retient. Il souffre. Il est en phase terminale à cause de cette représentation qu'il a de la personne parfaite au sujet de laquelle il ne veut pas qu'on porte un regard... Voilà. C'est ça, négatif. On pense du mal de lui. Alors qu'il y a une infirmière qui a compris et qui lui a dit, écoutez, apaisez-vous. C'est joliment dit. La prochaine fois, je dirais apaisez-vous. Et apaisez-vous un petit coup. Apaisez-vous un petit coup. Mais il est en phase terminale. Et en faisant ça, elle lui a permis de se libérer, mais non seulement de ce que son ventre contenait, mais de cette image de perfection qu'il continuait de vouloir entretenir jusqu'à la dernière minute. C'est fascinant. Si aujourd'hui vous avez besoin de vous apaiser, vous direz que c'est le docteur Serge Marquis qui l'a dit sur Beurre FM. Apaisez-vous. Peut-être qu'on va entendre ça maintenant un peu partout. Au feu rouge, dépêchez-vous. Un feu rouge, ça dure beaucoup moins longtemps qu'on pense. Hein. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est important parce que j'ai aussi fait des recherches là-dessus parce qu'évidemment, notre ego s'emporte même devant les feux rouges parce qu'on veut tellement être extraordinaire, exceptionnel qu'il ne devrait jamais y avoir de feu rouge quand on arrive. Il devrait y avoir une succession de feux verts. Bah, bien sûr. Alors donc, parce que pour moi, ça devrait toujours être le feu vert. Alors donc, j'ai fait une petite recherche là-dessus et j'ai découvert qu'en moyenne, enfin au Québec, je ne sais pas comment c'est ici, mais en moyenne au Québec, un feu rouge, c'est 30 secondes. Et on s'emporte pour 30 secondes alors qu'on pourrait simplement avoir ce que j'aime bien appeler cette seconde révolutionnaire où il y a un temps d'arrêt qui fait qu'on observe ce qui se passe dans notre esprit, puis on peut se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là pour 30 secondes? Je suis en train de faire monter ma tension artérielle, mon rythme cardiaque, mon cholestérol sanguin, je suis en train de nuire à mon estomac, etc., simplement pour 30 secondes. Et surtout, j'aime bien dire, je me prive de ces 30 secondes-là peut-être, parce que on veut profiter de ces 30 secondes-là autrement. Mais on est en train de s'en priver à la fin de sa vie. Parce que si on additionne tous les 30 secondes où on a fait mal à son estomac, à son cœur, bien évidemment, ça va raccourcir notre existence quelque part. Enfin. C'est pas grave, un feu rouge. Non, c'est pas grave. Accélérez pas, c'est ça le truc, les gens accélèrent. Ah oui, comme si toute leur vie en dépendait finalement. Quelqu'un m'a déjà dit, si on a le temps d'appuyer sur la pédale, ou sur la pédale à essence, je ne sais pas comment vous dites ici, mais nous on dit l'accélérateur, nous on dit la pédale à gaz sur l'accélérateur. Nous on dit la pédale à gaz au Québec. On a aussi le temps d'appuyer sur le frein, la pédale qui nous permet de freiner. Alors, mais ça... Arrêtez-vous. Oui, arrêtez-vous, parce qu'on est tout le temps dans cette hyperactivité mentale. Bon, l'ego, on peut s'en débarrasser ou pas, Serge Marquis? Ou c'est pas la bonne... Je crois pas. C'est pas possible. Mais je crois pas qu'on puisse s'en débarrasser. Je crois qu'on peut vraiment l'apaiser et passer de longues périodes. Bon, au début, c'est surtout quelques secondes, mais sans qu'il ait accaparé toute l'attention. C'est surtout ça. Parce que l'apaiser, c'est libérer l'attention. Et je dirais même que ça va plus loin que ça, c'est entrer dans la véritable liberté. Celle du fait que l'attention n'est pas sous le joug, n'est pas dans la prison de la peur égoïque. Alors donc, on peut l'apaiser, et on peut l'apaiser en observant où est notre attention et en ramenant l'attention dans le présent. Comment on sait où est notre attention, d'ailleurs? À travers le corps. Le corps nous aide à identifier où est notre attention, parce que si je vis un inconfort, un malaise, si c'est serré dans ma poitrine, si j'ai un nœud dans l'estomac, à moins d'avoir un problème organique, digestif réel, l'origine de cet inconfort-là, elle est dans ma tête. Alors, où est mon attention? Quand j'ai un inconfort, là, d'abord observer l'inconfort, première étape, en prendre conscience, j'irais même jusqu'à dire accueillir l'inconfort. Oh là là, il y a un inconfort dans ma poitrine, il y a un nœud dans mon estomac. Oh, qu'est-ce qui se passe dans ma tête présentement là? Et là, entrer en mode observation. Oh oui, il y a quelques secondes à peine, là, il y a eu un jugement qui a été porté sur le travail que j'ai fait, que j'ai déposé, là. Oh là là. Et tout de suite, j'ai commencé à avoir un jugement sur la personne qui a émis ce jugement. Nécessairement, ça contracte dans l'estomac. Pourquoi ça contracte dans l'estomac? Parce que c'est la même réaction que quand on était devant un fauve. C'est la réaction de stress. Quand on était devant un fauve, le sang devait aller dans les muscles. Il devait aller dans le cœur
pour lutter, pour fuir, etc. Il n'allait pas dans l'estomac. On n'avait pas besoin Oui, c'est pas là qu'on en avait besoin. Il fallait d'étaler. Je dis toujours, c'est pas le temps de se demander comment on va le faire cuire. Pas quand on est devant le fauve. Hein? C'est pas le temps de se demander comment on va le faire cuire. Donc, le sang va pas dans l'estomac. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réaction est déclenchée d'innombrables fois par jour. Et elle peut durer longtemps. On se bat contre le fauve. Bon, on peut se faire bouffer, c'est fini. Mais si on arrive à l'abattre et qu'on arrive à se sauver, c'est terminé aussi. Tandis que si toute la journée, l'ego se sent menacé sans arrêt, ben l'estomac va être contracté sans arrêt. Il n'y aura plus de... L'acide chlorhydrique va être sécrété, mais il n'y aura plus rien pour l'apaiser, la neutraliser, je dirais. Alors donc, là, on peut éventuellement même se faire des ulcères, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer par devenir vigilant. Le mot là important, c'est vigilant ou vigilante. Là. J'ai la vigilance qui me permet d'observer que j'ai un inconfort parce que je peux rester dans l'attaque toute la journée et me coucher le soir, comme on le disait tout à l'heure, et continuer d'attaquer la personne qui a émis un jugement à propos du travail que j'ai déposé. Ben, à ce moment-là, mon estomac va continuer d'être dans l'état d'inconfort et éventuellement, ben, j'aurai des problèmes, ou mon cœur, ou ma tension artérielle, enfin, peu importe. Alors, vigilance. Moi, j'aime bien, pour moi-même, répéter les deux mots. Vigilance, conscience. Je répète ces deux mots-là. Et là, ça immédiatement, là, il y a un temps d'arrêt, là. Et, OK, il y a une observation. C'est comme s'il y avait un pas de recul, là, qui permet d'observer ce qui se passe dans la tête, là. Il y a un pas de recul. Et là, il y a le discours entretenu par le hamster. Ah, le crétin qui vient d'émettre tel jugement sur mon travail, il ne sait pas la quantité d'heures que j'ai passé pour produire ça. OK, j'observe ça. Ah, ben, il m'a dit que j'avais mis trop de savon sur l'assiette. J'observe ça. Et là, OK, c'est le temps de ramener l'attention ici, là. C'est pas facile à faire. C'est pour ça que ça prend un entraînement. Mais ça, c'est apaiser l'ego. Ça, c'est vraiment, là, récupérer toute sa conscience, toute son attention, pour savourer le spectacle de la vie, en plus, hein, parce que c'est pas rien, là. Si mon attention est complètement accaparée par le hamster, comment je peux savourer ce que j'ai dans la bouche quand je mange ou quand je bois un bon vin? Impossible. Impossible. Comme dirait quelqu'un que je connais bien, don't miss the show. Oui, tout à fait. Absolument, absolument. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue dans un film fait par un réalisateur québécois qui s'appelle Jean Baudin, où il y a un jeune homme qui a un accident de voiture très grave et se casse la colonne vertébrale très haut, paralysé jusqu'en bas, dans le coma. Et là, le médecin doit lui apprendre, quand le jeune homme sort du coma, ouvre les yeux, doit lui apprendre qu'il va être paralysé jusqu'en bas. Et il lui dit de jouer avec son attention. Et il lui dit, tu vas aller placer ton attention sur la région de ton corps qu'il y a entre la base de ton nez et ta lèvre supérieure. C'est génial. Imaginez, hein, base de ton nez et ta lèvre supérieure. Parce que l'attention du jeune homme n'est que dans ses jambes qu'il a perdues. Il essaie de retrouver la sensation de ses jambes, mais non, c'est impossible. Mais bon, il peut amener son attention dans ses jambes pour faire le deuil, mais il doit ramener son attention dans des régions de son corps qui sont vivantes. Et là, le médecin lui dit, don't miss the show. Ne manque pas le spectacle. C'est pas parce que tu as la colonne cassée très haut et que tu es paralysé jusqu'en bas que que le spectacle va disparaître. Le spectacle est encore là. Tu peux maintenant ramener ton attention pour en profiter du spectacle. Le paysage, les personnes devant toi, les personnes que tu apprécies, les personnes avec lesquelles tu peux avoir des échanges intéressants. Profite de ce spectacle-là. Ne laisse pas le hamster t'en priver. C'est brillant, hein, en tout cas comme diversion. Dans votre livre, hein, il y a de nombreux exercices, hein, pour ceux qui nous écoutent. Je sais qu'il y a des gens qui adorent les méthodes et les exercices. Il y en a un que vous pratiquez pour passer de l'activité mentale égo à l'activité mentale conscience, hein, dont on vient de parler. Il y a des exercices à faire le matin quand on se lève et qu'on a déjà cette petite douleur dont vous parliez tout à l'heure, et que vous faites encore tous les matins. Hein. Oui, tous les matins. Mais même avant de me lever. Ah bah c'est la base quand même, parce qu'il faut être allongé. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. À peine les yeux ouverts, là, parce que je dis souvent, le hamster court à peine les yeux ouverts, le hamster commence à courir, et souvent il y a des gens qui ont des colonies de hamsters dans leur tête, ils en font même l'élevage. Alors, dès le réveil, à peine les yeux ouverts, moi je me tourne sur le dos, c'est une discipline. Je me tourne sur le dos à plat dos. La tête droite. C'est déjà difficile de garder la tête droite parce qu'elle a le goût de retourner sur l'oreiller. Donc,
ça demande un effort pour garder la tête droite. Les 2 mains de chaque côté du corps, les paumes vers le plafond. On m'a dit qu'en yoga, c'était une position qu'on appelait la position du cadavre. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est joli, en tout cas. Oui, mais je me suis dit... C'est engageant comme position. Oui, je me suis dit, s'il y en a un qui n'est pas stressé, c'est quand même lui. Et là, la première chose que je fais, je place mon attention sur mon souffle. C'est très important. Je ne dis pas « je respire ». Parce que parfois, on se dit « ah, respire, respire ». Oh, bon, la personne respire. Le problème n'est pas là. Le problème est que l'attention n'est pas sur le souffle. Parce qu'elle est accaparée par le hamster. Et il y a un principe en neurologie, mais très important. L'attention ne peut pas être à 2 places au même instant. D'ailleurs, la raison pour laquelle on ne peut pas texter au volant d'une voiture. Parce qu'à ce moment-là, on perd de vue les voitures devant, derrière, etc. Donc, placer son attention sur son souffle dès le réveil et laisser l'air entrer pour gonfler l'abdomen. Très important de gonfler l'abdomen parce que ça étire un muscle qui s'appelle le diaphragme et ça stimule le système nerveux parasympathique, le système de la relaxation. Ça stimule un nerf qui s'appelle le nerf pneumogastrique, qui monte au cerveau et qui envoie le message de stopper la sécrétion des hormones du stress, ce qui est extraordinaire. Alors déjà le matin, sur le dos, la tête droite, simplement placer l'attention sur la respiration. Le soir, avant de dormir, la même chose. Je dis toujours, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avant, mais la toute dernière chose, vous vous placez sur le dos, la tête droite, et vous placez votre attention sur votre souffle. Et là, vous allez vous rendre compte que ça ne fait pas 3 secondes que le hamster a commencé à courir. Ah, j'ai oublié de faire ça ce matin. Ah, j'ai ça à faire demain. Ah, Et c'est extraordinaire parce que si vous vous en rendez compte, vous venez de faire un pas de géant. Parce que c'est la chose la plus difficile, s'en rendre compte. Et dès qu'on s'en rend compte, il faut entrer dans la bienveillance parce qu'il y a un autre piège. J'y arriverai jamais, il y a des cuisses d'acier, il est boosté aux stéroïdes, etc., etc. Donc, entrer dans la bienveillance. C'est pas grave, c'est le hamster. Et on ramène son attention sur son souffle. Si c'est trop difficile, on compte. On compte jusqu'à 5 en inspirant, jusqu'à 5 en expirant. L'attention ne peut pas être à 2 places en même temps. Si je compte, elle n'est plus sur le hamster. Serge Marquis, quel plaisir, Doc. On réécoute l'émission en podcast. Si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, vous l'avez prise en cours, vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube à mardi prochain et passez une très belle journée sur Beurre FM.